So the role suits me very well, but I'm British, so I'm also immensely polite. First, could you put your phones on silent? That's the most important thing. It can be very disconcerting for speakers if we hear a ping in somebody's inbox. So can you just rootle in your pockets and your bags and ensure that your phones are on silent? Secondly, do you have a set of headphones? There is interpretation available in English on channel 4 and French on channel 5, so can you just raise your hands now if you don't have a set of headphones and you need a set of headphones, and somebody will come. There's quite a few people, and somebody will come running to you. I will speak very slowly to enable you to catch up with where I am before you have your headphones. We have some people here. Anybody else? And we have a couple of people here. Oh, we have quite a few, so it may just take a moment. You may miss a little bit of my preamble. Okay, so we have people here, here, and here. You may also have noticed that a sign language interpreter is joining me here this morning in the auditorium. Also, can you kindly be aware that a social media team dedicated to live coverage of the debates throughout the two-day forum is present, so feel free to tweet when you're able, enthusiastically, and don't forget to use hashtag EDD15. Let me just take a short moment to set the scene for you. This is the 9th edition of European Development Days, and it's the first edition under the new European Commission. I'm just going to give these fine speakers a chance to settle. Just a moment. And let the photographers have a moment to do their thing. Thank you. And everybody else needs to settle. Now's your moment. If you don't have good seats, now you've just got a sneaking couple of seconds to find better seats. Okay, so it's the flagship event of the European Year for Development that was launched in Latvia on the 8th of January. And the focus of EDD15 echoes the motto of the European Year: our world, our dignity, our future. Now, the sense of sharing is reflected in one of the aims of this year's forum, which is to tell stories from around the world that show that regardless of our individual backgrounds, our culture, our situations, our aspirations are the same. Now, these stories also aim at engaging European citizens across the continent in embracing the positive change that is unfolding across the world, and to which the EU is the largest contributor. This year, participants will explore issues according to 4 themes and 12 topics: how to create sustainable growth, how to promote universal and fundamental rights, how to achieve greater cooperation among all actors. These are the kinds of challenges that will be tackled through discussion and debate and an exchange of ideas and best practices. But it's not all chat. Participants can see the concrete outcomes of international cooperation through 50 project examples showcased in the Practice Village. Please do take the time to visit. Well, I think you've heard enough from me for the moment. If you're all happily settled, and everybody's settled on the front row, I'm going to welcome the first of our speakers. Now, our first speaker isn't going to get too comfortable as he's going to be taking the stairs and the microphone in just a moment. Jean-Claude Juncker succeeded José Manuel Barroso as President of the European Commission on the 1st of November 2014. Prior to that, he served as Prime Minister of Luxembourg from 1995 to 2013 and was also President of the Eurogroup, Ministers of Finance from the Eurozone that helped to lead Europe out of the economic crisis. Now, as the new President of the Commission, one of his clear aims is to be more effective in bringing together the tools of Europe's external action, including its development aid. There's a lot more I could say. I know he's heard it all before many, many times. So, without further delay, could you please join me in giving a very warm welcome to the President of the European Commission, Jean-Claude Juncker. Thank you very much. Good morning. I have to apologize for the fact that I forgot my speech on my desk, which is not leading me into major troubles, but nevertheless it's unfortunate. I was sent the second page of my notes, but the first page is missing, and so starting on the second page, I will try to reinvent the first page of this speech.
Madame et Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les commissaires, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. C'est la 9e édition des Journées européennes du développement. C'est la première fois que j'ai l'honneur d'assister à vos débats. Et j'aime assister à vos débats tout en vous préannonçant que je devrais quitter la salle dès la fin de mon discours parce que j'ai encore quelques problèmes à résoudre en relation avec ce qu'il est convenu d'appeler le cas grec et ce qui entraînera pour moi l'obligation de procéder à diverses réunions aujourd'hui, y compris une réunion avec le Premier ministre grec. Je suis heureux de vous voir rassemblés ici pour cette rencontre des idées, des grandes idées, des ambitions qui portent loin, pour ce Davos du développement. Voilà ma première page qui arrive. As I was taking notes early this morning, I can't read it, but nevertheless I will try to find me back. As I was saying, I'm happy to be here to assist to this meeting of ideas, to this Davos of development. La réunion d'aujourd'hui tombe à point puisque nous sommes le Parlement européen qui arrive toujours en retard. Monsieur le Président, bonjour. Le Président est là et donc nous pouvons commencer en bon ordre. Je disais que cette réunion d'aujourd'hui tombe à point puisque nous sommes arrivés à peu près au milieu de l'année européenne du développement. L'année européenne du développement est une année de vérité, puisqu'il s'agit de revisiter les efforts qui ont été déployés au cours des années précédentes. Et c'est aussi le moment de faire le bilan des résultats auxquels nous sommes arrivés. Mais c'est aussi, cette année européenne du développement, une année d'un nouveau début et d'une ambition renouvelée. Il y aura, au cours de l'année en cours, 3 grands rendez-vous qui portent les noms de 3 grandes villes, Addis Abeba, Paris et New York. Ces différents processus sont indissociables. La réussite de l'un n'entraîne pas obligatoirement la réussite de l'autre, mais l'échec de l'un inaugure l'échec des autres, et donc il faut garder à l'esprit sur le radar les processus en cours. Je suis convaincu qu'il faudra que nous adoptions le profil de celui qui s'élance d'une façon inclusive vers l'avenir. Le processus qui doit être le nôtre doit être inclusif, ce qui implique l'engagement des dirigeants politiques, de la société civile, du secteur privé, de tous citoyens pris individuellement. Il faudra que nous engagions sur une même avenue le nord et le sud de la planète. L'Europe, elle, l'Union européenne, puisque l'Europe et l'Union européenne, ce sont des ensembles distincts, mais la partie Union européenne de l'Europe n'est pas une invention provisoire, tout comme les nations ne sont pas une invention provisoire, mais l'Europe n'est pas une fin en soi. L'Europe est faite pour servir ses propres besoins, ses propres ambitions, mais l'Europe doit aussi avoir à l'égard du reste de la planète, du globe, une ambition qui dépasse les seules ambitions intra-européennes. Nous avons à l'égard du monde des devoirs à accomplir et des obligations à affronter. Notre engagement dans le monde et notre engagement pour le monde ne relève pas, comme certains continuent à le croire, d'un exercice de charité bien pensante. Non, il s'agit de mettre en place un partenariat
entre les différentes parties prenantes. L'Europe se vautre très souvent dans un nombrilisme malsain, en n'ayant que des regards pour elle-même, tout en donnant des leçons aux autres. Non, il faudra que nous prenions à bord les devoirs qui sont les nôtres et les obligations qui en découlent. Il s'agit de mettre en place un véritable partenariat au bénéfice mutuel. Il ne s'agit pas d'organiser des relations entre ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. Telle n'est pas la conception du partenariat, puisque le partenariat s'organise autour de l'idée qu'il y a une dignité égale entre les uns et les autres. La conviction européenne est que nous devons servir, en l'appliquant, une certaine idée de l'homme, et que nous devons refuser un monde bipolaire qui voudrait qu'à tout jamais il y ait un monde qui avance et qu'il y ait un monde qui fasse du surplace. Il est vrai qu'il y a eu au cours des années écoulées des progrès significatifs et des résultats tangibles. En 1990, 36% de la population mondiale évoluait sous le seuil de la pauvreté. Aujourd'hui, ce chiffre terrible, mais qui reste terrible, a pu être réduit, corrigé vers le bas à 12%. Mais, en dépit de ces résultats tangibles, qui peut nous rendre fiers, mais qui devrait surtout nous rendre responsables pour 12% de la population mondiale qui reste, il est vrai qu'il y a toujours 1 milliard d'hommes, de femmes et d'enfants qui gagnent et qui vivent avec moins de 1 euro par jour. Il est vrai qu'un être humain sur 8 se couche le soir en ayant le ventre vide. Cela n'est pas acceptable et nous devons tout faire pour remédier à cette situation, parce que je ne veux pas croire qu'il y ait une fatalité de la pauvreté. 1/3 de la population mondiale n'a pas accès aux médicaments pourtant vitaux, et 1 milliard d'hommes et de femmes et d'enfants vivent dans des bidonvilles, c'est-à-dire 1/3 de la population urbaine que nous observons sur la planète. Derrière ces chiffres, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants, et il y a aussi nous autres, les Européens, qui ont le privilège de vivre dans la partie la plus riche de la planète. Il ne faut pas désespérer que nous puissions avoir les moyens, les instruments pour remédier à cette situation. Il faut changer cette réalité, puisque, pour ceux qui ne croiraient pas, cette réalité est un facteur d'instabilité qui menace et les pays directement concernés par le phénomène de la pauvreté et qui nous menace, nous, qui vivons au soleil de l'histoire. Les problèmes qui sont ceux de ceux qui sont moins développés sont aussi nos problèmes. Il n'y a pas d'étanchéité entre les problèmes des uns et le problème des autres. Nous sommes tous assis dans le même bateau. Il est, à vrai dire, scandaleux que grand est le nombre des pays qui ont corrigé vers le bas le niveau de leur aide publique au développement. Tel n'est pas le cas du pays que je connais le mieux. On m'a appris qu'en tant que commissaire, on ne doit pas parler de Luxembourg, mais du pays qu'on connaît le mieux. Mais pour bien le connaître, je sais que l'aide publique au développement du Luxembourg est parmi les plus élevées au monde. Lorsque j'étais jeune ministre du budget, l'aide publique au développement au Luxembourg était de 0,17%. Elle dépasse aujourd'hui les 1%, et je suis reconnaissant à mon successeur, au Premier ministre Bettel, de poursuivre sur cette voie. Il n'a en fait pas d'autre choix, parce que, par conviction, il est quelqu'un qui croit à la vertu de la solidarité internationale partagée. Il n'est pas acceptable que beaucoup de pays, y compris européens, aient réduit le niveau de leur aide publique au développement. Les restrictions budgétaires que nous opérons chez nous en raison de la crise économique et financière qui nous frappe, très souvent conduit vers le désespoir, à vrai dire,
vers la mort dans d'autres pays de la planète. Et donc, cette idée facile, qu'il serait facile de réduire l'aide au développement, est une conception erronée du cours de l'histoire. Il faudra que les pays européens recorrigent leur aide publique au développement vers le haut, ce qui nous fait dire que pour la Commission, que j'ai l'honneur de présider, cet objectif d'atteindre par tous les pays de l'Union européenne le niveau de 0,7% reste un objectif permanent et il nous engage pour la période post-2015. Il y a cette réalité-là, mais il y a aussi une autre réalité. 83% des Européens, d'après les sondages, auxquels en règle générale je ne crois pas, se prononcent en faveur de l'utilité de l'aide publique au développement. Et 67%, il faudrait que les dirigeants en prennent connaissance, 67% des Européens pensent que l'aide publique au développement devrait être augmentée. Donc, l'Union européenne se prononce sans équivoque pour les 0,7%. À vrai dire, cela ne veut rien dire, puisqu'on l'a fait si souvent. La dernière fois que le Conseil européen l'a fait, c'était en 2005, pendant la présidence luxembourgeoise du Conseil des ministres. Il faudra que nous augmentions les efforts et que nous les accélérions pour atteindre cet objectif, qui n'est pas un objectif noble, mais qui est un objectif nécessaire pour faire en sorte que ce monde bipolaire ne continue pas à se perpétuer. L'Union européenne représente 20% du produit intérieur brut mondial, mais l'Union européenne détient dans l'effort global en matière de la coopération 50% de l'effort qui est fait. On pourrait en être fier, mais je ne suis pas, parce que je crois que la partie la plus riche du monde peut faire plus, et que nous devons faire plus, et que les autres devraient faire de même, et que même les économies émergentes devraient s'associer à l'effort global qui est le nôtre. Tous les efforts que nous déployons, toutes les performances que nous pouvons accumuler n'ont aucune signification si le souci gravitant autour de la notion des droits de l'homme n'est pas pris au sérieux. Tous les efforts sont vains si l'humanité et la société internationale ne s'aperçoivent pas de la nécessité qu'il y a de faire respecter les droits de l'homme qui sont indivisibles partout où nous agissons et où les autres agissent. C'est la raison pour laquelle la commission que je préside a proposé récemment un agenda européen sur la migration, dont je note en passant que l'enthousiasme des États membres pour partager l'effort que nous demandons n'est pas époustouflant, mais la Commission ne changera pas ses idées en matière de migration illégale et de migration légale. Là encore, il s'agit, de respecter les droits de l'homme. Celui qui, pour des raisons économiques, quitte son pays, celui qui, pour des raisons politiques, quitte son pays, a droit au respect de sa dignité propre. Il s'agit de l'idée que nous faisons de l'homme et donc nous devons l'appliquer en l'espèce, et la Commission ne changera pas d'avis en dépit de la résistance et de l'opposition de certains États membres. Le mot d'ordre en matière de développement doit être celui de la solidarité partagée. L'Europe est d'autant plus crédible qu'elle accorde son appui à ceux qui sont les plus vulnérables. Je souhaite à votre Assemblée tout le succès qu'elle mérite et je m'excuse auprès du président du Parlement que je devrais vous quitter bientôt, mais évidemment, par respect interinstitutionnel et personnel, j'écouterai tout de même dans son intelligence et son intensité le discours du président du Parlement européen. Je vous remercie de votre attention soutenue.